Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis le début du conflit, l'Afrique du Sud fut le premier pays africain à afficher clairement sa position en faveur de la cause palestinienne et contre le génocide perpétré à Gaza, ne se contentant pas de dénoncer le massacre et l'utilisation démesurée de la force contre les civils palestiniens par l'entité sioniste. L'Afrique du Sud a décidé même de rappeler son ambassadeur en guise de protestation. Pourquoi évoque-t-on l'exemple de l'Afrique du Sud? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ce pays fut le seul à joindre l'acte à la parole depuis le début de l'agression contre Gaza. Aujourd'hui, et avec le scandale des mercenaires sionistes venus tuer du Palestinien à Gaza, Pretoria met le holà et avertit. Les Sud-Africains qui souhaitent rejoindre les forces de défense israéliennes seront poursuivis pour avoir enfreint la loi. Voilà ce qui est de l'Afrique du Sud et de ses prises de position honorables dont devraient s'en inspirer certains pays qui autorisent tout à l'entité sioniste. L'affaire des mercenaires dits soldats de double nationalité combattant à Gaza commence à faire polémique partout. En l'occurrence, qui sont ces mercenaires européens et pourquoi combattent-ils près de l'armée sioniste à Gaza? C'est ce que nous tenterons ce soir de comprendre avec nos invités, les invités de l'échiquier international. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons avec toujours beaucoup de plaisir et pour la première fois, M. François Leroux, président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Monsieur François Leroux, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de votre invitation. Et bien sûr, Gamal Abina, notre habitué de l'échiquier international, analyste des questions internationales. Monsieur Gamal Abina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et bonsoir. Alors pour commencer, nous allons le faire avec François Leroux. Une enquête a été réalisée bien sûr sur Europe 1 qui indique que 4185 soldats de nationalité française sont actuellement mobilisés au sein de l'armée israélienne sur le front à Gaza. Monsieur Leroux, qui sont ces prétendus ou 10 soldats et que font-ils aujourd'hui à Gaza? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des mercenaires et que dit la loi justement en pareille situation? Alors, mercenaires, je ne sais pas, mais bon, il y a un statut des Français, de Français binationaux, de franco-israéliens, donc qui leur permet de vivre en France ou en Israël. Mais en revanche, d'intervenir dans le cadre d'une puissance occupante en Cisjordanie ou à Gaza et de commettre les crimes que nous connaissons actuellement, c'est un problème important. Donc il y a plusieurs personnes, des députés, des associations qui questionnent le gouvernement sur cette question d'intervention de franco-israéliens dans cette armée qui pilonne Gaza et qui tue un nombre très important, puisqu'on dépasse maintenant de 21 000 tués à Gaza, sans parler de tous ceux qui sont sous les décombres. Donc il y a deux catégories de personnes, si vous voulez. Il y a celles qui ont émigré en Israël en tant que juifs ou juifs, puisque si vous êtes français juif, vous pouvez obtenir la nationalité israélienne, et à condition après d'effectuer, si vous êtes en âge, un service militaire en Israël. Donc ce sont les binationaux. Alors, il y aurait, et il y a, semble-t-il, d'autres Français qui se reconnaissent comme juifs, mais il y a peut-être aussi d'autres qui se reconnaissent pas comme juifs, qui aujourd'hui se sont engagés dans l'armée israélienne en tant que volontaires, comme il y a eu aussi des Français qui sont engagés aux côtés de l'armée ukrainienne. C'est une réalité que nous... voilà. Donc oui. Cette deuxième catégorie ne réside pas en Israël et n'a pas la nationalité israélienne.
Oui, très bien, Monsieur Leroux. Alors, on va justement essayer de développer la question pour comprendre un peu plus de près ce qui se passe. Est-ce que c'est légal? Gamel Abina, est-ce que ce genre de procédé est légal d'abord? Parce qu'on l'a vu par le passé où ça a été identifié comme étant des mercenaires. Par exemple, on parle de double nationalité et qu'on peut aller donc vers le franc à Gaza. Est-ce que lorsqu'on est, par exemple, franco-syrien ou franco-libanais, cela nous permet d'aller, par exemple, combattre avec le Hezbollah ou bien avec ce qu'on appelle les rebelles en Syrie? C'est-à-dire que cette histoire de double nationalité, elle reste très très floue pour justement établir vraiment où s'arrête le droit et où il commence. Déjà, les contours de la double nationalité sont très simples, hein. On a le choix entre faire son service militaire, même nous, en tant qu'Algériens, on peut choisir entre la France et l'Algérie. Avant l'âge de 18 ans, il faut se manifester. Et une fois qu'on s'est manifesté, on choisit le camp dans lequel on va faire l'armée. La question qui se pose, c'est de savoir la distinction entre le mercenariat, à savoir des gens payés par un État, souvent dans un statut privé pour aller faire la guerre dans des conditions effectivement qui ne répondent pas forcément au droit international, ou le fait d'être binational en l'occurrence, et de pouvoir répondre à un appel de l'État duquel on se réclame, en l'occurrence là on parle de l'État sioniste, pour faire la guerre. Donc la question de savoir est-ce on reconnaît la binationalité? Oui. Est-ce qu'on a le droit de répondre à un appel national? Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire des crimes de guerre? Non. Alors vous posiez la question pour par exemple des Libanais qui iraient faire la guerre aux côtés du Hezbollah, ou alors des gens qui iraient faire le djihad en Syrie. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des organisations qui sont considérées comme étant nationales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Hezbollah, c'est une armée, une milice militaire, pas privée, mais d'une faction de la population qui n'est pas l'armée libanaise. Donc, effectivement, là, en termes de droit, on peut en discuter des termes, savoir est-ce qu'ils ont droit ou pas. Je pense que sur un plan légal, ils n'ont pas le droit. En revanche, ce qui est interdit, c'est de faire la guerre de façon barbare, comme c'est actuellement le cas à Gaza, et de tuer des civils. Donc là, on est dans du crime de guerre qui est très bien documenté. Il y a des textes de loi qui ont été faits depuis un siècle par rapport à ça, à savoir lorsque vous attaquez de façon ciblée des objectifs civils ou des installations civiles, cela devient un crime de guerre. Et participer à des crimes de guerre, non pas en termes de mercenaires, mais en termes d'appelés, devient de fait une action criminelle. Les crimes de guerre, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, tous les militaires qui ont été poursuivis et qui travaillent dans la Wehrmacht, donc dans l'armée régulière allemande et non pas dans la SS, ont été poursuivis au nom de ces crimes de guerre. Mais la Wehrmacht n'a pas été poursuivie. C'est la SS qui a été poursuivie. Et bien là, c'est pareil. On a un État-nation qui fait appel à ces binationaux qui vont faire la guerre, qui se réclament non pas du judaïsme, parce que ce n'est pas le bon terme, mais du sionisme, parce qu'ils ne sont pas forcément juifs, et qui vont assassiner des gens en ne respectant pas les lois internationales. Et là, on passe dans autre chose. C'est plus du mercenariat, c'est un État qui fait appel à des binationaux pour aller faire une guerre qui est une guerre criminelle. Ben justement, il y a une grande polémique parce que le député français Thomas Porte avait mis l'accent sur cet aspect, M. François Leroux, en disant qu'il s'agit d'un crime de guerre et qu'il est inconcevable qu'aujourd'hui des soldats français, parce qu'ils sont français, il ne faut pas l'oublier, aillent combattre et contribuer à ce crime de guerre. Qu'en pensez-vous, M. Leroux? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ce député Thomas Porte a effectivement posé une question à l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, il a été insulté, notamment d'antisémitisme, par tous les soutiens de la politique israélienne au Parlement. Donc, par exemple, les colons, je veux dire, oui. Nous savons qu'il y a des colons de nationalité française. La colonisation, c'est un crime de guerre. Donc, la France devrait demander des comptes à ses ressortissants, à ses binationaux, pour les crimes de guerre qu'ils contribuent à commettre. Alors, il y a une mesure... les États-Unis envisagent, parce qu'il n'y a rien d'appliqué pour l'instant, de poursuivre les colons les plus violents. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute la colonisation est violente. Il n'y a pas que les colons les plus violents. Et puis, si c'est pour interdire à quelques colons, une dizaine de colons les plus violents, de mettre les pieds aux États-Unis, et donc ou en France, puisque la France a suivi les États-Unis une fois de plus, alors que par le passé, nous étions un peu en avance sur les États-Unis. Mais c'est une mesure qui fait diversion. C'est une mesure pour faire diversion, cette interdiction qui serait appliquée à quelques colons très violents de revenir en France. D'une part, on demande à voir, alors qu'il y a des mesures que nous attendons depuis longtemps, en tant que plateforme des ONG françaises pour la Palestine, que la France pourrait... et l'Europe pourrait prendre rapidement, immédiatement, surtout dans le contexte actuel, contre les colonisations.
à savoir l'interdiction du commerce des produits des colonies en Europe. Il y a eu tout un travail qui a été fait là-dessus. Donc ça, c'est une mesure qui peut se mettre en place très rapidement. L'histoire de quelques colons violents, voilà, c'est pour faire diversion et ça ne va pas toucher grand monde. Et ces colons violents, ils peuvent très bien rester en Israël et dans les colonies, ça gênera pas grand monde. Voilà. Alors que des sanctions contre la colonisation réelles touchent au portefeuille de la colonisation. Ben justement, le député français Thomas Porte relève que la colonisation constitue un crime contre l'humanité parce que déjà il y a un fait colonial, ce qu'on ne dit pas assez, et que les citoyens de nationalité française qui participent dans les territoires palestiniens doivent aussi répondre de leurs actes devant la justice. Gamal Abina, alors qu'on s'entende bien, il y a des soldats français ou sionistes ou israéliens, je ne sais pas d'abord comment les situer. Ces soldats, est-ce qu'ils sont considérés comme étant des réservistes et qu'une fois qu'il y a une guerre, ils viennent combattre donc, dans les rangs de l'armée israélienne à Gaza? Ensuite, ils rentrent chez eux après avoir tué une bonne quantité de Palestiniens, enfants, femmes sans distinction. Ils rentrent chez eux. Le banquier continue de faire son travail, le postier également, sans qu'ils soient inquiétés. Au fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas réellement une loi qui protège et qui incrimine ce genre d'actes? Si, bien sûr, mais le problème, la question est de savoir comment produire des éléments de preuve matériels, donc de véritables preuves sur les crimes, parce qu'on parle de crimes, on ne parle pas simplement de mauvais colons, c'est très, très réducteur. Donc, comment faire en sorte de mettre en évidence le fait que d'un côté, ces hommes qui vont faire la guerre sur un territoire, rappelons quand même qu'il n'est pas le leur, puisqu'ils sont franco-israéliens, par exemple, eh bien, vont faire la guerre pour aller littéralement faire le tir au pigeon et tuer du Palestinien sans défense. Eh bien, il y a d'ailleurs un soldat sioniste qui vient d'être tué, qui est franco-israélien. C'est un sniper. Donc on sera bien. Absolument, oui. Donc on se rend bien compte que ces gens s'amusent quelque part, ont le sentiment de défendre une terre et en même temps de pouvoir un petit peu casser de l'arabe, pour le coup, et ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les crimes ne sont pas documentés, ils ne vont pas s'inventer. Il y a très peu de films. Vous remarquerez que de la partie israélienne et sioniste, ils ne montrent pas les opérations militaires, ou très peu. D'abord parce que c'est pas très glorieux, on détruit des cibles civiles, on tue beaucoup de civils, il y a de plus en plus de faits, de massacres de masse et surtout d'assassinats non ciblés. Là, cette fois-ci, on fait plus dans la dentelle. Alors comment faire en sorte de les poursuivre? Ils vont pas s'inventer de ce qu'ils ont fait. Les criminels, par définition, ne se vantent pas de leurs crimes. Et les gens qui vont les accuser, soit sont morts ou soit sont en impossibilité chronique de sortir pour pouvoir porter l'accusation. Donc les preuves matérielles ne sont pas possibles. Mais par contre, on note, et ça vient d'être dit d'ailleurs par votre invité, que Monsieur Thomas Porte, qui a été inquiété par rapport à ses prises de position à l'Assemblée nationale, a subi des pressions et on l'accuse immédiatement d'antisémitisme ou de fantaisie de ce genre. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel, par exemple, il y a une organisation sioniste qui prétend vouloir me poursuivre en justice aussi parce que j'ai pris la parole dans un média français, une prise de parole très modérée, je n'ai pas été excessif, mais où je rappelle que l'extrême droite qui est au pouvoir là-bas est soutenue par l'Occident, donc on soutient un parti raciste et qu'en même temps, il y a des crimes qui sont commis. Et bien pour ces quelques petites notes, on considère que ce serait un appel à la citation à la haine ou simplement une négation de génocide qui n'existe évidemment pas côté palestinien, puisqu'ils n'en ont pas les moyens. Mais ces procédures bâillons, c'est comme ça qu'on les appelle, pour faire taire les gens qui parlent, sont destinées à vous intimider. Eh bien, côté sioniste, ces procédures bâillons n'existent pas parce que manifestement, comme la France prend fait et cause pour Israël, depuis le début d'ailleurs, eh bien, on se dit qu'on ne va pas incommoder quelques franco-israéliens, ils sont au nombre de 4000 donc, par rapport à des crimes qu'ils pourraient commettre, qui ne seront pas documentés et qui de toute façon ne seront même pas poursuivables en justice parce que si jamais il devait y avoir un franco-israélien de retour à Paris qui soit poursuivi pour ces crimes-là, il suffit qu'il parte, qu'il prenne l'avion et il est en sécurité. Tout ça, c'est su, parfaitement documenté et de toute façon, qui va prendre le risque, à part les organisations des droits de l'homme ou pro-palestiniennes, de vouloir poursuivre ces gens-là puisqu'on ne les connaît pas vraiment en vérité? Oui, apparemment, il y en a 4000, Monsieur François Leroux, permettez-moi d'insister. Il est vrai que, comme disait Gamal Abina, c'est très difficile d'établir donc qui a vraiment trempé ou pas dans ces crimes de guerre, mais à partir du moment où ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est reconnu comme étant un crime de guerre, il semblerait que tout à fait évident que tous ceux qui y prennent part sont conscients qu'ils sont en train de prendre part dans un crime de guerre et de contribuer à ce que ce crime de guerre perdure. Donc ces soldats
ont contribué dans un crime de guerre. Est-ce que réellement ils seront traduits en justice comme le demande la loi et comme l'a réclamé le député français Thomas Porte? Oui, le député l'a réclamé. Après, je doute que la procédure aille jusqu'au bout quand je vois les réactions. Donc le chiffre, hein, c'est le chiffre que je connais aussi, qui avait été cité notamment... 4185. Oui, j'avais 4185 oui. d'Europe numéro 1. Mais il y a aussi des gens qui sont, enfin des franco-israéliens, qui ne sont pas forcément sur le front, mais qui participent à l'effort de guerre. Je veux dire, on peut imaginer que des franco-israéliens sont aussi derrière les manettes pour guider des drones qui font un sale travail sur Gaza, non seulement de surveillance, mais d'attaque, etc. Et puis il y a la question aussi de fond, c'est comment des associations en France récoltent de l'argent pour soutenir l'armée israélienne, oui. Et qui aurait, je mets au conditionnel, qui aurait droit à des déductions fiscales. Ça, c'est quand même incroyable et ce qui est contraire totalement à la position de la France, qui est contre l'occupation, contre la colonisation, contre l'annexion des territoires palestiniens. Donc, l'argent en fait du contribuable quelque part participe à la guerre, à légitimer ça, c'est quand même incroyable. Mais aujourd'hui, on est étonné de rien parce que le fond de la question, c'est qu'il y a une inaction de la communauté internationale, je veux dire, et en particulier de l'Occident. Il y a un silence, il y a une complicité, il y a une lâcheté, quoi. Je veux dire. Quand je vois effectivement l'Afrique du Sud qui rappelle son ambassadeur, qui fait oui. Des déclarations, je veux dire, il y a un minimum de choses que la France et l'Union européenne auraient pu déjà faire depuis longtemps, oui. Déjà avant le 7 octobre, et encore plus depuis, donc il y a eu le massacre du 7 octobre que nous connaissons, mais ce pilonnage sur la bande de Gaza, et puis le nettoyage ethnique en cours en Cisjordanie, plus évidemment il y a un projet d'ensemble hein, de pousser les Palestiniens de la bande de Gaza dehors vers l'Égypte, évidemment qui n'en veut pas, mais je veux dire devant puisque Netanyahou se targue d'accentuer encore sa pression et son agression, le pire n'est jamais certain, mais il y a ça peut arriver, je veux dire, hein, ça peut arriver qu'il y ait un nouvel exode de Palestiniens qui vont vouloir se protéger et passer du côté de l'Égypte. Ben oui, après 82 jours de bombardement, je pense, oui. Un aller sans retour, puisqu'Israël oui. ne voudra jamais qu'ils reviennent. Comme elle n'en a pas voulu de ceux de 48 ni de ceux de 67. Voilà, exactement. Il y a aussi l'autre aspect, vous avez parlé de la position de l'Afrique du Sud, nous allons y revenir parce que l'Afrique du Sud est un pays africain qui, dès le départ, depuis le début de l'agression, a montré donc sa position sans équivoque. D'abord, elle a dénoncé le 7 octobre, ce qui s'est passé, mais elle a également par la suite dénoncé cette réaction démesurée, disproportionnée de l'usage de la force contre les civils palestiniens. Elle a également rappelé son ambassadeur et aujourd'hui, c'est le seul pays, je pense, que ce soit en Afrique ou en Europe, qui criminalise ou dont les soldats qui pourraient peut-être être tentés d'aller à Gaza seraient donc considérés comme seraient jugés ou traduits en justice. Et peut-être c'est ce qui a quelque part un petit peu Gamal Abina provoqué une certaine réaction au sein de l'entité sioniste et certains médias ont vivement critiqué cette réaction de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est fondée à pouvoir critiquer le colonialisme puisqu'elle a subi elle-même un apartheid. Oui. En Palestine, c'est bien l'apartheid, bien que certains s'en défendent de façon assez malhabile d'ailleurs. Quand on vous dressez des barrières partout, des contrôles, des checkpoints et puis surtout une séparation physique entre les communautés en raison de leur religion ou simplement de leur ethnie, ça s'appelle de l'apartheid. Mais bon, ça, ils ont du mal à l'entendre parce qu'effectivement, l'apartheid a très mauvaise presse, est un système racialiste qui a été largement à l'origine des massacres en Afrique du Sud et surtout de la libération en 1994 par Mandela. Mais tout ça pour dire quoi? L'Afrique du Sud connaît la question de la séparation des peuples, connaît la question de la justice, connaît la question de la colonisation, parce que l'Afrique du Sud est un État qui a été colonisé par les Hollandais et par les Anglais, et surtout l'Afrique du Sud sait ce que veut dire le racisme d'État. En l'occurrence, c'était des lois qui étaient votées après la Seconde Guerre mondiale pour exclure
exclure les communautés noires qui étaient chez elles. La question palestinienne se rapproche étrangement de ce même rapport. Des étrangers qui viennent d'Europe, qui collent les unitaires qui n'est pas la leur pour des motivations soi-disant religieuses, mais surtout qui parquent comme du bétail dans des no man's land, on peut dire, dans des zones complètement perdues. On parle de Gaza, qui est quand même une zone qui est extrêmement concentrée. Eh bien, on les parque, comme en Afrique du Sud, on le faisait avec les Bantoustans, de telle sorte qu'on n'ait pas de problème avec ces gens-là, en les mettant derrière des prisons, hein, c'est des murs de 6 mètres de haut, qui font toute la ceinture de Gaza, et avec une interdiction de circuler en mer. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route. Bref, c'est un système bien huilé qui fait qu'on parque les populations. Et les Sud-Africains l'ont compris. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut se rappeler quand même que c'est Israël qui a aidé l'Afrique du Sud raciste à réprimer les Noirs. Et c'est l'Afrique du Sud qui a aidé à donner du matériel fissile pour faire les bombes atomiques à Israël. Donc cette histoire est ancienne. Il y a une complicité. Après, pour revenir à ce que vous me dites par rapport à ça, effectivement, c'est pas le seul pays. L'Irlande aussi se porte bien par rapport à la question palestinienne. On voit en Amérique du Sud beaucoup de pays qui sont de plus en plus vent debout. L'Amérique latine, oui. Oui, c'est ça, l'Amérique latine. Mais par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée qu'il y ait une lâcheté européenne. Les peuples européens sont courageux et le montrent en manifestant, tous autant qu'ils sont, parce qu'ils voient bien qu'il y a la justice. Oui. Et les gouvernements, justement, ce n'est pas une lâcheté, c'est une complicité. N'oublions jamais qu'Israël est une fabrication occidentale, que c'est le bras avancé de l'Occident au Moyen-Orient, qu'ils ont besoin de ce genre d'armes pour pouvoir garantir le contrôle du pétrole ou simplement du trafic maritime. Donc Israël est un agent occidental. Ce n'est pas Israël qui fait la loi. Il est utile. Il est utile et en plus, on se débarrasse des Juifs à bon compte, donc tout le monde est content. Donc c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de peur ou de lâcheté, il y a une volonté affichée de soutenir Bec et ongles Israël. On voit bien avec les États-Unis qui disent que jamais, et c'est ce que dit Biden, il est sioniste, il ne lâchera Israël. Donc c'est pareil pour les Anglais, c'est pareil pour les Français qui sont les cofondateurs de cet État. La logique coloniale continue à durer là-dessus. Oui, très bien. Alors, Gamal Abina, justement, on va parler de ça parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur François Leroux, vous avez dit par le passé que vos associations ont déjà annoncé par le passé, et je le dis, les stratégies des autorités israéliennes qui visent à délégitimer la défense des droits des Palestiniens, alors qu'aujourd'hui, on octroie tous les droits pour la défense de ce qu'on appelle Israël. Alors, comment vous expliquez d'abord ce paradoxe, d'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus, ceux qui défendent la cause palestinienne, même du bout des lèvres, sont accusés d'antisémitisme. Est-ce que c'est la nouvelle stratégie de la terreur employée par l'antitessionniste? En quelques minutes, s'il vous plaît, Monsieur Leroux. Alors, oui, il y a un harcèlement des ONG, évidemment palestiniennes, qui aujourd'hui d'ailleurs se font certaines supprimer des aides de pays européens. Il y a un harcèlement de ces ONG en France et en Europe, et puis et évidemment par Israël, et y compris des ONG anticolonialistes israéliennes qui rasent les murs aujourd'hui et qui sont réprimées, y compris en Israël. De gauche. Alors nous avec les ONG, on essaie aussi de travailler avec les grandes ONG humanitaires internationales. Donc il y a eu des rapports qui ont été publiés. Et puis là, récemment, on a vu que Human Rights Watch, notamment, avait documenté l'utilisation de la faim par Israël contre les civils à Gaza, l'arme de la faim, qui est aussi un crime de guerre. Et il y a un certain nombre notamment aussi contre les enfants, donc insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, puisque il y a quasiment plus d'hôpitaux qui fonctionnent. Et les milliers de blessés ne peuvent pas être pris en charge. Il y a maintenant des épidémies qui commencent à apparaître. Donc il y a une situation catastrophique. Et là, on a l'impression, parce que on dit la mobilisation en Europe et en France, il y a eu une mobilisation importante dans certains pays. En France, elle pourrait être plus importante. Il ne faut pas non plus la surestimer. Oui. Mais elle est difficile parce que nos associations, il y a aussi... je veux dire, on s'habitue. Enfin, je veux dire, la population, hélas, s'habitue à 100 morts tous les jours, 200 morts, 300 morts, et c'est dramatique, quoi. Je veux dire, et il faut qu'on remobilise parce que le gouvernement israélien et ceux qui les soutiennent en Europe ou ailleurs comptent là-dessus, quoi. Donc, il faut pas faiblir. Il faut remobiliser. Voilà.
parce que l'heure est grave. Merci beaucoup. On termine sur cette note très positive en tous les cas. Je rappelle que tu es avec nous donc François Leroux, président de la Palestine ou de la plateforme Palestine, qui était avec nous en direct de Paris. Également Gamal Abina, analyste des questions internationales. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.